On va résumer la partie 6 du joueur d'échecs de Stefan Zweig. Donc Monsieur B se retrouve seul dans son lit avec le fameux livre qu'il vient de voler. Mais quand il voit ce que c'est, il est terriblement déçu. Parce qu'en fait, c'est simplement une compilation des grandes parties d'échecs qui ont été jouées par des maîtres en la matière. Et là, dans toute la lecture, on va voir à quel point son talent va évoluer. En fait, comme il n'a aucune autre distraction sur laquelle se concentrer, toute son énergie va se développer et être utilisée pour pouvoir comprendre ces fameuses parties d'échecs. Donc c'est un petit peu comme des codes et il a l'impression de percer un petit peu un code secret. C'est par exemple A2, A3 ou alors CF1, G3. Et en fait, c'est simplement des cases sur l'échiquier et les déplacements que font les pions sur cet échiquier. Donc sa première étape, c'est de reconstituer les parties. Il a trouvé qu'il y a des carreaux sur son drap et il prend des petites miettes de pain, il essaye de façonner des pièces d'échecs. Donc ça doit pas être bien facile, hein, un pion, une reine, un fou. Et il met de la poussière pour qu'il y en ait qui soient les noirs et d'autres qui soient les blancs. Mais il y passe tellement de temps qu'au bout d'un moment, il a même plus besoin de ce faux échiquier pour pouvoir faire les parties. Il arrive à les faire dans sa tête. Et ensuite, pendant une longue période, en fait, il reconstitue les parties du livre et il les joue dans sa tête. Et du coup, même pendant les interrogatoires, il ne craque pas parce que il a quelque chose qui l'intéresse et qui le passionne et ça lui évite de devenir un peu fou comme le sont devenues toutes les personnes soumises à ce néant. Lui, il est en quelque sorte sauvé du néant parce qu'il a quelque chose qui peut l'occuper. Mais au bout d'un moment, les échecs deviennent aussi quelque chose de rébarbatif parce qu'il connaît toutes les grandes parties de maître, il les a toutes jouées tellement et tellement de fois qu'il les connaît par cœur et il n'a plus de plaisir à les rejouer. Donc il entreprend quelque chose de très spécial, il entreprend de jouer contre lui-même. Mais comment est-ce qu'on peut jouer contre soi-même dans un jeu qui n'est qu'un jeu de stratégie? Il n'y a absolument aucun hasard et ce qu'il faut faire, c'est il faut tendre un piège à l'adversaire en face, il faut se projeter et essayer de deviner ce que lui va faire. Il dit donc il faut être quasiment schizophrène, il faut être déjà complètement fou pour pouvoir jouer contre soi-même. Parce qu'il faut dans un sens avoir deux cerveaux et être capable de se déconnecter d'une partie de son cerveau quand on est de l'autre côté. Et donc ça lui paraît impossible, mais finalement, il y arrive quand même. Et il dit qu'il devient un peu, il a une forme de frénésie du jeu. Il arrive même à se disputer lui-même quand il réfléchit trop longtemps, parce que l'autre en face est impatient de jouer. Et il dit que finalement, il s'en est rendu malade. Même quand il dormait la nuit, il avait l'impression en se réveillant que pendant la nuit, son cerveau continuait à jouer aux échecs. Et à la fin de la lecture de cette partie, il dit « Je vois bien sûr très clairement aujourd'hui que j'étais alors déjà dans un état de surexcitation intellectuelle tout à fait pathologique, que je ne vois pas comment nommer autrement que par un terme jusqu'ici inconnu en médecine, un empoisonnement par les échecs. » À ce point-là du récit, Monsieur B, qui est enfermé par les nazis dans une chambre d'hôtel, dit qu'il est empoisonné par les échecs. Et on va lire la